Vous connaissez sur le chaîne. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous, et bonne fête également à toutes les communautés organisées qui célèbrent à la Pentecôte leur fête identitaire. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de ce format d'émission radio pour le compte de ce dimanche 19 mai 2024. Au Bénin, le débat autour du nouveau code électoral et la cherté de la vie constitue le plat de résistance des discussions dans presque toutes les chapelles politiques et au sein des organisations de la société civile. Qu'on soit travailleur du secteur formel ou informel, chacun y va avec ses arguments, les uns dénonçant le contenu du document adopté récemment par le Parlement et promulgué par le chef de l'État et la situation de crise sociale que traverse actuellement le pays. Les autres soutenant et défendant les options de gouvernance actuelles du pays pour contenir la conjoncture, mesdames et messieurs, de débat de la semaine. Il s'agit là des sujets qui ont motivé l'organisation courant avril 2024 d'un colloque scientifique par la conférence épiscopale du Bénin. Un colloque dont les conclusions et recommandations sont diversement appréciées au sein de la classe politique béninoise, un peu comme la marche contre la cherté de la vie, réprimée une première fois, mais qui a fini par se tenir pour dénoncer la flambée des produits de grande consommation à Cotonou. Tous ces événements se produisent à moins de 2 ans des élections générales de 2026, pour lesquelles la polémique enfle au sein de la majorité présidentielle relativement à la succession de l'actuel locataire de la Marina. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, ces préoccupations sont au cœur de cette production qui reçoit pour vous Dr Kwesi Jacques Richard Kodjo. Il est expert en communication de développement et membre du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Dr Kodjo, bonjour et bienvenue. Bonjour. Chers auditeurs, dans une 60aine de minutes, vous serez autorisés à intervenir dans l'émission via le 67 28 67 28 ou le 94 43 65 66 pour partager avec nous vos observations et poser au besoin vos questions à l'invité. Vous pouvez nous suivre aussi de partout sur la plateforme Africa Web Radio. Docteur, de nouveau bonjour et bienvenue sur nos antennes. Merci beaucoup. C'est moi qui suis heureux d'être invité dans les locaux de cette radio. Les conus de l'Okosa dont vous faites partie sont en fait Novico édition 2024, un peu comme la fête identitaire Novica vieille de plusieurs décennies qui se fête également aujourd'hui du côté de Grand Popo. Que vous inspire toutes ces différentes célébrations? Merci infiniment. Vous me permettrez de dire en langue locale, de dire un mot à mes frères Konu. Enachenami, Enachena et Anoivile, Dadaile, Konule, Loko Satonle, et Loko Guileo. Enachenami, Nutu Enachenami, Nemina Nopo, Nemina Kondopo, Bonazéron, Mitonle Lopo, Bonawazon, Netomiton et Inukon. Ne loko sa atokon la ne inukon, ne loko sa bi ne inukon, ou elles ont d'appel donnant à même temps les locaux, ou d'appel donnant maire, ou d'appel donnant comité d'organisation si on met les bio. Honorable Réwaflele de Pi, nous d'appel ton donnant yo. Ministre que nomme honorable d'Akper, honorable d'Aïro, Amen Bissi à fort Sobi, et na Tchenami, ma ou de son nazé, on met dans les dagas. Les fêtes identitaires, je pense qu'elles sont très importantes pour permettre aux fils et aux filles d'une même communauté de bien se mettre ensemble pour le développement de leur communauté. Ça permet de fédérer les efforts. Les gens ont peur du régionalisme souvent quand il y a ces fêtes-là. Mais moi, je pense que c'est important. Alors, vous l'avez dit, je suis docteur en droit public et chez nous, en droit public, le régionalisme est une force. Et rappelez-vous qu'à la création de l'ONU, il y a 75 ans,
l'ONU, dans sa charte, a accepté que nous ayons des organismes régionaux. Et l'ONU s'appuie désormais sur les organismes régionaux parce que c'est une force. Donc, ces fêtes identitaires, pour moi, si elles n'existaient pas, il aurait fallu les créer pour permettre un développement harmonieux de nos milieux. Merci beaucoup. Mais dites-nous, est-ce que l'union est vraiment sacrée autour de cette idée-là de Novikoye, ou est-ce que tous les enfants de l'Okosa adhèrent à l'initiative? Oui, je pense que tous les enfants de l'Okosa adhèrent à l'initiative, pas de problème. Tous les 5 arrondissements participent. Les fils et les filles des 5 arrondissements de l'Okosa participent à cette fête-là. Maintenant, excusez-moi, l'unité, si l'unité pouvait être atteinte de façon totale, l'unité ne serait pas une vertu qu'on serait en train de rechercher. Il y a toujours certaines personnes qui ne sont pas satisfaites, il y a des attitudes maladroites qui peuvent écarter quelques personnes, mais je pense que dans l'ensemble ça va. Et vous allez voir que sur la fiche de souscription, tous ceux qui ont souscrit, c'est de tous les 5 arrondissements de la commune. Je pense que progressivement, nous allons bâtir cette unité-là. J'ai foi, je suis confiant que cette unité-là arrivera très vite. Alors, une dernière question pour aborder l'agenda de cette émission. Ici, à l'Okosa, on parle de l'Okosakwe, on parle de Novikoye, on parle encore de Belopo, Agame et Kudo. Finalement, docteur, est-ce qu'il ne serait pas utile de fédérer tout ça, tel que vous l'avez dit à l'entame, en une véritable fête identitaire commune pour tout l'Okosa? Alors, la nuance, c'est que Novikoye réunit toute la commune de l'Okosa. Ah, d'accord. Quand vous dites l'Okosakwe, ça réunit uniquement l'arrondissement de l'Okosa. Et quand vous dites Belopo, ça réunit les 2 arrondissements d'Agame et de Kudo. D'où d'ailleurs le nom Belopo pour Agame et Kudo. Alors, personnellement, moi je ne suis pas contre que les fêtes des arrondissements et même des fêtes des villages subsistent. Moi je ne suis pas contre. Pour moi, ce n'est pas parce qu'on a créé Novikoye que Belopo doit disparaître, que l'Okosakwe doit disparaître, pas du tout. On peut survivre avec ça parce qu'il y a quelques particularités quand même d'un arrondissement à un autre. Il y a quelques particularités sur lesquelles nous pouvons jouer. Donc pour moi, les fêtes là peuvent subsister. L'exemple c'est que c'est Novicha. Novicha existe depuis plus de 100 ans, mais la fête des Kotafon de Djanglame existe depuis 65 ans. Et Djanglame est un arrondissement de Grand Popo. La fête de Djanglame n'a pas disparu pour autant. Donc c'est dire que il faut que nous sachions nous parler, il faut que nous nous considérions les uns et les autres comme des frères et éviter les propos qui divisent, éviter les attitudes qui divisent. Et aucune situation n'est éternelle. Il paraît qu'il y a un chanteur ivoirien qui a chanté récemment, tout laisse. En fait, tout passe. Et nos positions d'aujourd'hui ne devraient pas nous aveugler pour pratiquer l'exclusion, non. Je pense que tous les fils et toutes les filles devraient se mettre ensemble pour la construction de la commune. Le Bénin dispose depuis quelques mois d'un nouveau code électoral, document dont certains acteurs politiques, notamment vous par exemple, certains acteurs qui saluent justement son objectivité et sa noblesse pour les prochaines élections générales de 2026, même pour d'autres encore. Le document comporte en lui plusieurs gemmes de crise politique. Quelle est votre lecture du tout nouveau code électoral adopté au Parlement? Alors Wilfried, j'ai bien envie de dire que vous me posez une colle là, parce que Wilfried, vous savez très bien de quelle chapelle politique je suis. Tout à fait. Et vous connaissez mes convictions politiques et vous savez très bien que cette nouvelle version du code électoral, mon parti politique y a participé activement. Et bien avant de soumettre notre proposition à l'Assemblée, nous avons travaillé à l'interne, nous avons fait face aux difficultés actuelles et aux difficultés émergentes. En fait, ce code est un code, excusez-moi le thème, c'est un code futuriste. Et c'est pour ça qu'il dérange beaucoup. Parce que c'est un code qui prend en compte toutes les difficultés que nous avons eues en matière électorale
et qui prévient 2019-2021 par exemple. 2019, 2021, 2023. Vous pensez que ces événements ne vont plus se reproduire avec ce nouveau code? Oui, ces événements vont se reproduire parce qu'on ne peut pas empêcher l'esprit humain d'être créatif quand il s'agit de détruire. Mais au moins, nous avons pu mettre quelques balises pour éviter que certaines situations très graves ne puissent survenir. Donc, voilà l'esprit dans le code et dans lequel ce code a été voté. Alors, si vous me permettez, oui. Simplement, dites-moi, au nom de quoi on dit que la majorité est à 18 ans? Moi, j'ai 16 ans. Je me sens adulte. J'ai toutes les aptitudes pour être adulte. Et pourquoi vous mettez dans la loi que c'est à 18 ans qu'il faut être adulte? Ça veut dire que cette loi, et d'ailleurs c'est la Constitution qui l'a dit, la Constitution est exclusive. Ça veut dire que la Constitution m'a exclu. La vérité, c'est que lorsque nous commençons à légiférer, lorsque nous commençons à poser des règles dans un groupe, nous sommes bien obligés d'écarter certaines attitudes. Et nous appelons tout le monde à se mettre autour des règles qui ont été décidées pour que le vivre ensemble puisse être soutenu. L'Église catholique dit que c'est le vivre ensemble qui l'intéresse, oui. Mais l'Église catholique a juste oublié que ceux qui ont voté ce code tenaient également au vivre ensemble. Vous pensez qu'ici, on a privilégié le vivre ensemble avec ce nouveau document, que certains estiment qu'il est plus chrysogène que les codes précédemment connus? Oui, Wilfried. En fait, il faut se remettre dans une attitude évolutive. Si nous voulons simplement rester à une situation statique, il n'y a pas de problème. Mais qu'il vous souvienne que nous tous, ici, avons déploré la multiplicité des partis politiques. Nous tous avons déploré le fait que le Bénin, qui compte à peine 12 millions d'habitants, avait jusqu'à 200 partis politiques. Ça nous posait problème. Et tout le monde dénonçait cette situation du Bénin, où nous avions plus de 200 partis politiques. Ces 200 partis politiques en soi ne posaient pas de problème. Mais vous savez ce qui se passait? En fait, des partis étaient si minimes qu'ils étaient réduits à leurs propres dirigeants. Je vous donne juste l'exemple de Réseau Atao. Réseau Atao n'est qu'un parti qui se réunit à Apapa et qui a pu mettre un député à l'Assemblée nationale. Le problème que ça posait, c'est que chaque député se débrouillait pour se faire élire et après faisait du chantage au chef de l'État ou au gouvernement. Ça ne permettait pas d'avancer. Je connais des gens qui ont dénoncé cela. Le président Yahi Boni, quand il en est arrivé à parler de démocratie Nescafé, c'est à cause de ses attitudes. Lorsque le président Kérékou a parlé d'intellectuels tarés, c'est en pensant à ses attitudes. Lorsque le président Soglo se désolait du fait qu'il voulait que ce pays avance et que les cadres ne voulaient pas que ça avance, chaque cadre. Vous avez fait le bilan, c'est près de 15 partis politiques qui ont été créés à partir de la renaissance du Bénin du président Soglo. Les dissidents de la RB, dès qu'ils se fâchaient, ils allaient créer leur parti politique. Ce sont des attitudes qui ne permettaient pas à ce pays d'avancer. Bon, le débat a évolué entre-temps. La preuve, c'est qu'on a réussi à faire voter la loi sur la réforme du système partisan. Aujourd'hui, on n'a qu'une dizaine de partis politiques régulièrement constitués au Bénin. Quelles sont les forces contenues selon vous dans ce nouveau code électoral? Les forces contenues dans ce nouveau code électoral, en fait, le spectre de la multiplicité des partis politiques n'est pas encore très loin. On n'a pas encore réussi à le chasser. Ah bon? Oui, on n'a pas encore réussi. Parce que, il y a une situation qu'il faut vraiment évoquer, c'est le financement des partis politiques. Le financement public des partis politiques. Et dans ce financement, il a été dit qu'il faut avoir des élus pour bénéficier de ce financement. Là encore, il se trouve des Béninois qui disent que c'est pas normal, que c'est pas juste, que c'est exclusif et tout. Je pense que c'est nouvellement que les Béninois ont découvert le mot exclusif.
Alors, l'histoire, c'est que ça nous permet, la force de ce nouveau code, c'est que non seulement ça nous permet d'avoir de grands regroupements politiques, mais ça nous permet également et surtout de respecter le vote de nos populations. Qu'est-ce qui se passait? Oui, allez-y. Les gens réussissaient à se faire élire pour une cause donnée, dans un parti politique donné, et lorsqu'il s'agissait de faire par exemple des parrainages, ils se mettent à faire des parrainages contre nature. Des parrainages qui ne répondent plus au vote pour que les populations ont prononcé en leur faveur. Monsieur Wilfried, vous étiez d'un parti opposé au mien. Nous avons battu campagne l'un contre l'autre sur le terrain. Et il arrive au moment des parrainages et vous, parce que vous êtes député, vous dites non, vous êtes libre et vous me donnez votre parrainage. Le nouveau code a réglé cela. Oui, alors qu'à cause de vous, des populations se sont battues. Que Dieu ne permette pas ça. Mais des gens se sont entretués à cause de vous et moi. Pour défendre ou vous ou moi. Et après vous vous dites non, moi je suis libre, donc je donne mon parrainage à M. Kodjor parce que ça veut dire que vous trahissez le vote de ceux qui vous ont élus. Ça par exemple, le nouveau code l'a réglé. Et le nouveau code dit, votre parrainage est orienté par votre parti politique. Point barre. Vous ne sortez pas de là. Et ça nous permet d'avoir une certaine lisibilité et une suite dans les idées. Voilà par exemple une force de ce nouveau code électoral. Ce nouveau code électoral, et ça je voudrais insister là-dessus, les gens ne le disent pas souvent. Au lendemain des élections, de l'élection présidentielle de 2023, non, en 2023, c'est législatif. 2021, au lendemain des élections législatives en 2023, oui. La Commission électorale nationale autonome a fait un séminaire, comme toujours, et à tous les séminaires, et a relevé des failles dans le code électoral. Et ces failles ont été corrigées dans la nouvelle version. Ah bon, un exemple? Un exemple, c'est l'arrondissement de Godomin. L'arrondissement de Godomin était dirigé par un seul coordonnateur d'arrondissement. Ah, pour les élections. Pour les élections. Alors que certains greniers, ils sont nombreux là. L'arrondissement de Godomin compte 350 villages. Or, quand je prends l'arrondissement de Koudo, que moi je connais, où j'ai été coordonnateur d'arrondissement. Moins de 10, hein? Non, Koudo, ça fait quand même 24. Villages. Oui, 24 villages, Koudo. Non, pas 24. Koudo, non. Non. C'est Lokossa qui fait 23. Voilà, exactement. C'est Lokossa qui fait 23 villages et quartiers de ville. Koudo, c'est une dizaine de... Alors, vous vous rendez compte? Moi, coordonnateur d'arrondissement de Koudo, je suis rémunéré de la même façon que le coordonnateur d'arrondissement de Godomin. Non, en fait, ces éléments ne posent pas problème aux autres acteurs. Oui. Ce que les gens dénoncent beaucoup plus, par exemple, les 20% qu'il faut réunir forcément par circonscription électorale pour prétendre partager les sièges avec les autres partis en compétition. Est-ce que ce n'est pas trop demandé aux partis? Vous pensez que l'Union progressiste, dont vous êtes membre, et le BR aujourd'hui, ces deux partis-là qui soutiennent l'action gouvernementale, vous pourrez avoir ces 20%. Dans les 24 circonscriptions électorales, c'est possible? Alors, à ce jour, oui, aucun parti politique n'a eu 20% dans les 24 circonscriptions électorales. Et qu'est-ce qui fait croire que les prochaines fois, vous les aurez? Alors, Wilfried, oui, docteur, quand nous légiférons pour le futur. Nous ne légiférons pas en tenant compte de nos conforts actuels. J'ai dit tout à l'heure, quand on parlait de la fête identitaire, qu'il fallait qu'on n'utilise pas nos positions actuelles pour faire ceci ou cela. Nos partis, le Parti Union Progressiste Le Renouveau et le Bloc Républicain, sont des partis avant-gardistes et qui ont vu très loin et qui n'ont pas voulu légiférer en se contentant de leur confort actuel. C'est pour ça que nos partis ont choisi de légiférer pour la consolidation des grands groupes. Comment est-ce que vous pouvez être un parti politique et qui n'est connu que d'une seule petite partie du pays? Ça pose un petit problème.
Aujourd'hui, tout le monde comprend. Alors, il faut être présent un peu partout. Bon. C'est à ça que vous travaillez. Donc, l'idée derrière, c'est que, si vous vous rappelez la situation antérieure, c'est qu'il fallait regrouper 15% au plan national. Oui. La faille de cette règle, c'est que les 15% au plan national peuvent être obtenus par 4 ou 5 circonscriptions électorales. Ce qui ne nous permet pas d'avoir une envergure nationale toujours. C'est pour ça qu'on dit, ok, mettons maintenant 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Ce qui vous permet d'aller travailler. L'Union progressiste, le renouveau, mon parti, n'a pas eu 20% dans les 24 circonscriptions électorales aux élections de 2023. Même si nous avons 53 députés à l'Assemblée. Et donc, nous mettons la pression nous-mêmes pour atteindre ce standard-là, pour que notre parti soit un grand parti, un parti national. Mais le législateur, qui ne veut pas mettre le pays dans une situation d'impasse, a prévu une situation pour corriger cela. Le législateur a prévu que lorsque vous craignez de ne pas avoir 20% dans les 24 circonscriptions électorales, vous faites un accord de gouvernement. Avant l'élection, j'ai mon parti, Wilfried a son parti. Nous avons quelques doutes sur les 20% à avoir dans les 24 circonscriptions électorales. Wilfried et moi, nous signons un accord de gouvernance à l'Assemblée nationale et nous allons déposer cet accord à la Sénat avant l'élection. Ça veut dire que lorsque les citoyens auront fini de voter et que nous n'aurons pas rassemblé les 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales, la Sénat ira voir si chacun de nous a fait au moins 15% au plan national. Et en ce moment, nous pouvons venir au partage des sièges. Ça veut dire qu'il y a une situation qui nous permet de nous ajuster en attendant d'atteindre l'idéal de 20% qu'il y a partout. Alors, si nous, Union progressiste, le renouveau, et le bloc républicain, Moël Bénin, Renaissance du Bénin et tout le reste, nous pouvons faire un accord de gouvernance pour pouvoir venir au partage des sièges. Ceux qui se relèvent des partis de l'opposition peuvent également faire un accord de gouvernement pour venir au partage des sièges. C'est tout ce qu'on demande. Ça rend les partis politiques plus forts. D'accord. Monsieur Kodjo, on regarde les inquiétudes que le nouveau code électoral a suscité au sein de la classe politique et même des citoyens. Et en avril dernier, le clergé béninois a organisé un colloque sur ce document. Alors pourquoi pensez-vous que l'initiative de l'Église catholique prépare des troubles politiques au Bénin? Oui, ça c'est une publication sur ma page Facebook. Que j'ai bien lu. Oui, bien sûr. Avant de venir à cette émission. Oui, je me rends compte que vous avez très bien lu. C'est une publication personnelle. Et quand je parle de cela, je ne parle pas au nom de mon parti. Je voudrais qu'on fasse vraiment la part des choses. C'est l'individu qui parle. Oui, ça c'est vraiment l'individu, c'est le citoyen. Et c'est le chrétien catholique qui parle. C'est le chrétien catholique qui parle. Le chrétien catholique engagé. Le chrétien catholique fier d'être chrétien catholique et qui essaye de diffuser sa foi catholique partout. C'est le chrétien catholique qui parle. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le compte rendu de la session plénière des évêques du Bénin qui s'est déroulée il y a 2 jours au grand séminaire Saint-Gall de Ouida. Oui, absolument. Vous avez vu que nos pères, les évêques, ont félicité les organisateurs de ce colloque. Et chose curieuse, nos pères, les évêques du Bénin, ont souhaité que le gouvernement et les institutions de notre pays puissent mettre en œuvre les recommandations de ce colloque. Oui. Là, j'ai un petit souci avec mes pères, les évêques. Ah bon, mais ils insistent sur le vivre ensemble. Oui, le petit souci que j'ai avec mes pères, les évêques, Oui. c'est que ceux qui doivent mettre en œuvre les recommandations de ce colloque n'y étaient pas. Mais ils étaient invités, mais ils ont brillé par alors, ça veut dire que ça pose... Aucune partie de la mouvance ne se présente. Ça veut dire que ça pose un problème de démarche méthodologique. Et Wilfried, vous m'avez désigné par docteur. C'est vrai, j'ai un doctorat en droit, ce qui signifie quoi? Ce qui signifie une démarche méthodologique.
Si l'Église catholique voulait. Vous pensez qu'ils n'ont pas été invités Mais régulièrement, qu'ils n'ont pas suivi la procédure? il ne suffit pas d'inviter les gens. S'il vous plaît. Qu'est-ce que l'Église devait faire? S'il vous plaît, tout le monde n'est pas ouaille de l'Église catholique. Et quand l'Église catholique choisit de s'intéresser à une situation politique, Oui. l'Église catholique doit avoir la démarche qu'il faut. Lors de la session que vous évoquez, l'Église a rappelé son rôle. Oui, bien entendu. À la question. Bien entendu. Mais sauf que l'Église est allée sur un terrain. Sur le terrain de l'organisation d'un colloque. Oui. D'un colloque plutôt à charge. C'est tout simple. Le secrétaire général du gouvernement nous l'a démontré. Hein, et moi, je pense qu'il l'a démontré et fort bien. Le secrétaire général du gouvernement, que je voudrais paraphraser ici, d'ailleurs que je salue avec beaucoup de respect, a dit que si l'Église catholique voulait vraiment connaître la vérité, sa démarche aurait été de commencer par contacter ceux qui ont voté la loi, de se rapprocher d'eux, d'aller les écouter. Vous pensez que Sur les... Mais ils ne l'ont pas fait. S'ils l'ont fait, pourquoi le secrétaire général du gouvernement allait dénoncer cela? Ils ne l'ont pas fait. L'Église ne connaît pas tout sur toutes ces actions, non? Oui, mais s'ils l'avaient fait, ils auraient communiqué là-dessus pour rendre leur colloque crédible. C'est ça. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils n'ont pas communiqué là-dessus. Ils savent très bien communiquer sur d'autres choses. Moi, je pense que sur cette question, ça c'est mon avis de chrétien catholique, Oui. s'il vous plaît, je voue un respect total à l'institution. Je n'attaque jamais l'institution parce que pour moi, l'Église catholique est d'inspiration divine. C'est une œuvre de Dieu. Malheureusement, l'Église est dirigée par des hommes. Et on a vu dans l'histoire de l'Église que l'Église s'est déjà trompée énormément sur plusieurs questions. L'Église a favorisé la traite négrière. Et le pape Jean-Paul II a demandé pardon parce que l'un de ses prédécesseurs a favorisé la traite négrière. Et de façon plus rapprochée de nous, le pape François, qu'il vous souvienne récemment, a demandé la bénédiction des couples homosexuels. Et vous avez vu le tollé que cela a suscité. Lui-même, le pape François, a refait un autre communiqué pour dire, bon, ce qu'il a dit là ne concerne pas les Africains. Ça veut dire quoi? Que les responsables de l'Église, en tant qu'individus, peuvent se tromper. Et c'est ce qui est arrivé à ce propos-là. Le prêtre qui a demandé aux évêques de parrainer ce colloque, L'abbé Nathanaël Soiré. le père Nathanaël Soiré, que je connais très bien et qui me connaît très bien, Oui, oui. j'ai peur qu'il soit en train d'induire l'Église catholique en erreur. Dans votre Parce prédication, que... vous êtes allé jusqu'à dire qu'il serait devenu un opposant au régime en place. Oui, bien entendu, et j'assume complètement mes propos. Et j'ai peur qu'ils soient en train d'induire l'Église catholique en erreur, parce que sur les questions politiques, lorsque l'Église doit intervenir, il faut que l'Église porte tous les gants. Et que l'Église montre qu'elle est la mère de tous. Ceux qui ont voté la loi, comme ceux qui critiquent la loi, vont à l'Église. Tout à fait. Nous allons tous payer notre dîme à l'Église. Mais quand même, la démarche, Alors pourquoi est-ce que... est saluée par bon nombre d'acteurs politiques. Oui. Déjà, à l'ouverture, pour citer l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Mbodi, qui dit, citation ici, nous ne pouvons pas rester sans rien faire, ni laisser le peuple béninois aller à son mécontentement, ni les partis politiques aller à leur division. Le devoir est alors grand, et nous y sommes tous et toutes conviés, avant, pendant et au-delà des élections, le vivre ensemble doit être possible. Est-ce que ça, ce n'est pas un message qui doit intéresser tout le monde? C'est un message qui intéresse tout le monde, et c'est un message que je reçois de mon père, l'archevêque de Cotonou. Mais l'archevêque de Cotonou a été juste induit en erreur par un prêtre qui n'a pas pris la peine d'aller découvrir le vivre ensemble dans ce nouveau code. Ce nouveau code promeut le vivre ensemble au plus haut point. Ah bon? Mais c'est justement ça l'erreur qui a été faite dans l'organisation de ce colloque. J'ai l'impression que vous n'écoutez pas les dénonciations ou les inquiétudes exprimées par les autres partis, quand même en présence. Oui. Mais ce Nous sommes- ce n'est pas légitime. Oui, Wilfried, nous sommes dans un contexte politique. Eh bien, vous profitez de Et votre les suprématie partis- au Parlement pour faire passer toutes les lois que vous désirez. Vous savez que- Au mépris de ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur le peuple. Vous savez que ça aussi, c'est la démocratie. Bon, dans une certaine mesure. Ah, ça aussi, c'est la démocratie. Mais notre constitution parle S'il de- vous de plaît. consensus, pas Oui, vraiment, s'il parce vous que plaît, la ça engage démocratie- toute la nation. Non, attendez. La démocratie, Oui.
c'est le système moins mauvais. Ce n'est pas le meilleur système pour diriger les peuples. Mais c'est juste le système moins mauvais. Mais en démocratie, c'est la force du plus grand sur la minorité. Et quand nous avons accepté de vivre en démocratie, nous sommes bien obligés de supporter cela. En fait, il ne faut pas accepter une chose et se plaindre après des conséquences de la chose qu'on a acceptée. En démocratie, oui. Et s'il vous plaît, lorsque nous avons souhaité la révision de la Constitution et que les démocrates ont utilisé leur minorité de blocage, est-ce que nous on s'est mis à pleurer? C'est ça qui vous a fâché? C'est la démocratie. C'est ça qui vous a fâché? Non, ce n'est pas une question de fâcher. Nous sommes en politique. Et en politique, chacun pousse ses pieds. C'est un représailles. Ils avaient, non, ils n'avaient aucune représaille. Non, je vous dis, je vous montre le jeu de la démocratie. Cette partie, je vous en parle parce que vous avez dit que nous utilisons notre suprématie. Mais en démocratie, il y a des minorités également de blocage. Oui, tout à fait. D'accord? Et les démocrates ont utilisé leur minorité de blocage. Personne n'est allé se plaindre à un archevêque. Vous connaissez votre projet de révision? Non, pas du tout. Nous, on avait un projet de révision. Vous saviez qu'ils seront rattrapés par ce code électoral? Pas du tout. Ils ont refusé la révision. Nous, on avait un objectif à atteindre et on s'est dit, ok, la révision aurait été meilleure pour nous. Mais ils nous ont privés de quelque chose. Parce qu'en démocratie, quand on t'a donné le pouvoir même de la minorité pour bloquer, tu peux bloquer. Ils l'ont exercé. En pleine démocratie. Ok. À notre tour, nous avons dit, ok, comment est-ce que nous réglons notre problème? Nous réglons notre problème dans la loi. Comme nous pouvons. Voilà ce que nous avons fait. Ça n'a pas été trop corsé. Wilfried, ce que je vous dis là, je vous dis que nous-mêmes, les exigences, nous ne sommes pas sûrs de les avoir. Alors, comment est-ce qu'on peut parler encore à un homme? Vous êtes au pouvoir, on sait comment cela se passe. Quoi? Vous parlez de quoi exactement? Des élections? Oui, tout à fait. Là, nous parlons des élections. Non, le code, c'est ça qui nous conduit aux élections. S'il vous plaît, les élections au Bénin ont été labellisées. Hein. Si vous ne l'avez jamais fait, j'irai voir le président de la Sénat pour que vous, Wilfried, vous deveniez un jour coordonnateur d'arrondissement pour une élection. Vous comprendrez que on ne tripatouille plus les élections au Bénin. C'est ça. Ça n'existe plus. C'est le propos de Jacques Kodjo. Hein. Jacques Kodjo, Oui, qui est un publiciste et qui a été plusieurs fois coordonnateur d'arrondissement dans le cadre des élections. Ces choses-là, si vous continuez à mettre ça en doute, non, ne doute pas de ça. Je suis un acteur politique. Non. C'est de me devoir quand même de citer. Mais là, maintenant, je vous parle d'un aspect technique. Et ces aspects techniques, il ne faut pas les mettre en doute. Parce que il y a des pays qui viennent apprendre de la façon dont nous faisons les élections chez nous. On ne peut plus tripatouiller les résultats d'une élection au Bénin. Même dans les grandes démocraties, ça se manipule. Dans les grandes démocraties aujourd'hui, ça se manipule simplement parce qu'ils utilisent un moyen électronique. Justement. Et dans le moyen électronique, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le hacking. Il y a des gens qui sont des hackers, comment on appelle ça en français? Des pirates. Des robots là. Des pirates, qui peuvent entrer dans le système. Et s'il vous plaît, excusez-moi, je pense que notre système est encore plus sûr que le système des États-Unis aujourd'hui. D'accord. Vous savez pourquoi? Non. Quand l'électeur finit de voter, il attend. On fait le dépouillement devant lui. On met les chiffres au tableau. Le chef de poste de vote transcrit les chiffres et demande à un participant de venir signer sur des feuilles calques. Et lui, il prend des feuilles calques, il déchire une copie qu'il remet aux représentants des partis politiques présents. Et il prend cette feuille-là, ce qu'il a gardé, il court à l'arrondissement et il va déposer au coordonnateur d'arrondissement. Chez le coordonnateur d'arrondissement, les partis politiques sont aussi présents, les observateurs sont présents. Le coordonnateur d'arrondissement fait le décompte, lui aussi. Les partis politiques peuvent faire le décompte sur une feuille. Oui. Non, laissez-moi finir. Cette question est très importante. Parce que vous allez revenir dans cette émission. Vous voyez, quand nous faisons du Bénin bashing, ce n'est pas bon. Il faut que nos compatriotes comprennent le système du vote.
Ça n'a rien à voir avec le parti politique. Vous ne pouvez pas tripatouiller ça. Moi, j'ai été coordonnateur d'arrondissement et j'ai vu mon parti politique perdre dans les urnes. Je n'ai rien pu faire. Parce que à l'arrondissement, je fais le décompte des voix. Je transcris sur une feuille devant tout le monde. Mais dans ce même pays, les papier gens calque. contestaient par exemple les taux de participation annoncés par la Sénat. Non, non, Wilfried, s'il vous plaît. Ça parle des électeurs, non? Non, Wilfried, oui. Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Je vous parle du vote exprimé par le citoyen. Et je dis que ce vote-là ne peut pas être tripatouillé. D'accord, c'est compris. D'accord. Oui, c'est compris. Maintenant, quand vous parlez de taux de participation, non, il y a un autre élément. Il faut éclairer les gens. Allez-y. C'est comme si nous-mêmes étions dans un bazar au Bénin. Alors qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je vais vous parler du taux de participation. Le taux de participation est calculé par rapport aux votants mis en rapport au nombre d'inscrits. D'accord? Malheureusement, les dernières élections, là, vous savez que il y avait pas, les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Je peux vous expliquer. Autrement dit, les gens ont boycotté ces élections, mais à l'arrivée, on annonce quand même un pourcentage très élevé. Très bien, je peux vous expliquer. Oui, docteur. Et je voudrais que tous les auditeurs m'écoutent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mis en place une liste électorale permanente informatisée, l'EPI, depuis 2011. Et rappelez-vous, lorsque nous faisions le recensement pour la LEPI en 2011, nous avions recensé jusqu'à 9 ans. En nous disant que les enfants, lorsqu'ils vont atteindre la majorité, vont intégrer directement la liste électorale permanente informatisée. Voilà ce que nous avons fait en 2011. Et jusqu'en 2019, jusqu'en 2020, ce qui s'est passé, c'est que cette liste n'a jamais été mise à jour. Cette liste n'a jamais été mise à jour par rapport à quoi? Cette liste n'a jamais été mise à jour par rapport au décès. J'espère que je me fais comprendre. Très bien. Cette liste n'a jamais été mise à jour par rapport au décès. Lorsque je mets en place une liste en 2011 et que chaque année, de nouveaux électeurs intègrent cette liste parce que j'ai pris leur nom depuis 9 ans et qu'ils intègrent cette liste, alors qu'au même moment, des gens meurent. Wilfried, oui. Des gens meurent, mais on ne les enlève pas de la liste. C'est ça qui fait que la fiabilité de la liste électorale pose un problème. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais j'ai besoin de toute votre attention sur cette question. Oui, pour que demain, pour que demain, oui, quand les gens vont en parler avec vous, vous puissiez leur dire ce qui s'est passé. Jusqu'en 2023, on n'a jamais enlevé un seul mort de la liste électorale. De 2011 en 2023. Tous ceux qui ont été inscrits sur cette liste en 2011 et qui sont morts, leurs noms sont toujours sur cette liste. Ça fait que, oui, ça fait que quoi? Ça fait que la Sénat, qui a travaillé avec l'INSAE et l'INSTAD, qui fait les statistiques des décès, nous sommes arrivés à ce que il y a eu près de 500 000 morts. Entre-temps, qu'on devait enlever de la liste électorale. Ce qu'on n'a jamais pu faire. Ça, c'est un autre problème. Hein. C'est lié à notre état civil. Les gens meurent dans les villages et dans les quartiers de ville. Personne ne les déclare. D'accord? Oui. Donc, quand je me mets, la Sénat veut calculer le taux de participation. La Sénat enlève les morts de la liste électorale pour calculer son taux de participation. Je suppose que la liste électorale, c'est 1 million. Vous et moi, qui n'avons pas l'information qu'on n'a jamais enlevé les morts de la liste, nous allons calculer le taux de participation par rapport à 1 million. Parce que 100 personnes sont allées voter, nous on va dire que c'est 1%. Mais la Sénat qui a l'information selon laquelle il y a des morts sur cette liste, enlève ce chiffre avant de calculer le taux de participation. Au moment où nous on est en train de trouver 1%, la Sénat va trouver 5% ou bien même 9%. Voilà la guerre qu'il y a pour les taux de participation. Et il faut bien qu'on comprenne à dire ça
c'est comme si on jetait le discrédit sur notre pays, alors qu'il y a des gens très sérieux qui travaillent à ce que ces choses se passent très bien dans notre pays. Merci pour votre éclairage. On a observé au regard de ce que l'Église catholique a fait, le clergé au lendemain, donc un collectif de religieux, notamment de pasteurs, de têtes couronnées, de dignitaires, ils se sont réunis pour dire ce qu'ils ont appelé leur accompagnement au nouveau code électoral. Comment est-ce que vous, de votre position, vous qui dénoncez la posture que l'Église a eue vis-à-vis donc de ce document en organisant ce colloque, comment est-ce que vous appréciez cela? Ah, ça c'est une question qu'on apprécie que lorsqu'on connaît les fondements. Vous n'avez pas suivi ça? Oui. Leur déclaration? Oui, j'ai bien suivi leur déclaration. Voilà. Mais je vais vous dire... Est-ce que ceux-là, ils étaient dans leur rôle aussi? Je vais vous dire pourquoi ils ont fait cette déclaration. Allez-y, alors ça s'est passé à Ouidah. Lorsque l'Église catholique a décidé de faire un colloque, l'Église catholique a invité toutes les confessions religieuses à venir à ce colloque. Malheureusement, toutes les autres confessions religieuses ont refusé de participer. Vous êtes sûr? Certaines militaires tout au moins. Hein? Non, peut-être à titre privé, mais toutes les autres confessions religieuses ont refusé de participer. Vous savez ce qui a mû cette déclaration? Non. Ces pasteurs ont reçu de l'argent pour participer à ce colloque. De qui? Ah, je ne saurais vous le dire. Mais ces pasteurs ont reçu de l'argent pour participer à ce colloque. Mais c'est ceux qui ont fait déclaration qui ont reçu de l'argent. Non, je vais vous expliquer. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous paye pour notre participation à un colloque? Et ils se sont rétractés. En se rétractant, ils se sont désolidarisés de l'organisation du colloque. Or, leurs cadres et leurs intellectuels sont aussi montrés au créneau. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Tout à fait. Leurs cadres sont montés au créneau pour dire mais qu'eux, ils ne sont pas d'accord non plus, que pourquoi leurs chefs n'ont pas participé à ce colloque. Simplement parce que il y a eu, pour votre participation, on a dit venez, pour votre participation, prenez ceci et venez. Demandez à toutes les autres confessions religieuses, les musulmans, les religions traditionnelles. Tout le monde a été invité, et invité pour le déplacement, ils ont mis quelque chose à leur disposition. Mais à un moment donné, ils se sont dit, mais si c'est un truc correct, il ne faut pas qu'on nous donne notre déplacement, on aurait pu y participer nous-mêmes. Donc c'est pour ça que je vous ai dit cette question-là, en tant que journaliste d'investigation, je vous invite à aller creuser. Et vous allez découvrir des choses que moi je ne peux pas dire sur vos antennes. Mais vous avez dit beaucoup plus de choses déjà ici, en disant par exemple que les gens ont reçu de l'argent, c'est pour ces raisons qu'ils se sont désolidarisés. Je ne crois pas que l'information soit trop juste. L'Église n'a pas suffisamment de ressources pour en donner à des confessions religieuses qui sont invitées à un colloque qui parle de la vie de leur nation, de leur pays. J'ai jamais dit que c'est l'Église qui a donné. Non, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. Mais je voudrais simplement montrer que la position de l'Église coïncide. Malheureusement ou heureusement. Coïncide très opportunément avec la position de certains partis politiques. Voilà. Donc c'est peut-être pas l'Église qui a fait cette démarche, mais ceux pour qui c'était intéressant ont peut-être fait cette démarche. Donc, j'ai jamais dit que c'est l'Église. Le temps passe vite, on va évoluer. Nous sommes à moins de 2 ans des prochaines élections, notamment de la présidentielle, les législatives qui se pointent à l'horizon. On observe qu'au sein de votre majorité présidentielle, il y a un certain déchirement. Qu'est-ce qui fait courir tout le monde? Tout le monde veut être candidat à la fois. Qui va succéder à Patrice Talon? Ah, j'ai comme l'impression que nous ne voyons pas la chose de la même façon. Hein. Ah bon? Vous parlez de déchirement alors que nous on se prépare à faire une tournée dans tout le Bénin. Et c'est une tournée qu'on est en train de préparer avec 5 partis politiques. Le parti ou bien le gouvernement? Non, les partis politiques soutenant l'action du gouvernement. Nous avons le Bloc républicain, nous avons Moël Bénin, nous avons Renaissance du Bénin, nous avons l'Union progressiste, le Renouveau, qui se sont mis ensemble pour faire une tournée d'explication des actions qui ont été menées pendant 8 ans par le gouvernement qui soutiennent et montrer ce que ce gouvernement a apporté à notre pays. Donc une sorte de reddition de comptes. Oui, une sorte de reddition de comptes. Et nous le faisons ensemble. Moi, je ne vois pas là où vous parlez de déchirement. S'il y avait déchirement, est-ce qu'on aurait organisé une tournée ensemble?
il n'y a pas de déchirement. Ce qui est aujourd'hui autour du chef de l'État, il y a un nettoyage qui se fait. Vous avez vu la brouille qu'il y a eu entre lui et son ami de vieille date, Olivier Bokor. Beaucoup suspectent que c'est dans la perspective des élections. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de coordinations qui travaillent sur le terrain pour la candidature de ce dernier. Cela n'aurait pas plu au chef de l'État. Il vient même de se séparer d'un de ses proches collaborateurs, M. Dagnon. Tout ça, ce n'est pas pour les élections de 2026. J'ai comme l'impression que nous ne lisons pas les choses de la même façon. C'est possible. Est-ce que vous savez que M. Olivier Bokor est toujours chargé de mission? Pour le chef de l'État? Toujours. Il n'a pas été limogé pour ça. Bon, est-ce qu'il avait un statut, disons, formel? Est-ce qu'il y a un décret qui le nomme? Bien sûr. Ah bon? Et pourtant, il n'a jamais été limogé pour ça. Et on dit que c'est lui le chef de l'État n'est pas d'accord avec lui et tout le reste. Il y a beaucoup d'amalgames et je comprends. Il y a beaucoup de supputations. Il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup d'imagination. Et tout cela est symptomatique d'une fin de règne. C'est ça. Nous assumons cela. Mais nous, en tant que parti soutenant la majorité, nous travaillons au quotidien à sauvegarder les acquis que nous avons eus de la rupture, des acquis que nous avons eus pendant 10 ans. Il ne faut pas que cela vole en éclats. Et nous sommes bien obligés de nous entendre. Maintenant, si c'est ça qui nous fait courir, je dis oui, et j'assume notre course. Mais cela ne veut pas dire que nous nous déchirons. Jamais. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes ensemble. Le code électoral dont vous avez parlé, c'est l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain qui l'ont voté ensemble. Ça veut dire quoi? Que nous avons une convergence de vues. Et la convergence de vues que nous avons aujourd'hui, c'est de sauver les acquis du PAG. Et de les sauver pour le bien du peuple béninois, pour le bonheur du peuple béninois. Mais vous savez, et quand on est aux affaires à des moments donnés, on pense toujours bien faire. Et on n'a pas non plus la science infuse. C'est d'ailleurs pour ça que le chef de l'État est prêt à revenir sur plusieurs de ces décisions. On n'a pas la science infuse. Et ce qui est fait, les actions qui sont menées, peuvent ne pas être bien compris. Ou bien même peuvent être comprises de travers par nos concitoyens. Il revient, en tant qu'humain, il revient à ceux qui soutiennent l'action du gouvernement d'aller expliquer le pourquoi du comment. Et il faut qu'on aille expliquer à nos populations le pourquoi du comment du code électoral, le pourquoi du comment de la cherté de la vie, le pourquoi du comment de ceci et de cela, le pourquoi du comment de la brouille entre le Niger et le Bénin. Il faut qu'on aille expliquer ces choses pour que nos populations puissent comprendre. Parce que il y a trop d'intoxication en ce moment. Et ceux nos frères d'en face, qui veulent nous voir échouer, sortent beaucoup de propos d'intoxication, des choses qui n'existent pas. Il faut que nous aussi, on aille. Alors, donc pour le moment, la question sur l'association de Patrice Talon n'est pas encore en discussion au sein de l'Union progressive de Renouveau. Nous avons encore 2 ans du PAG2. Wilfried, vous êtes journaliste. La question de la presse est une question qu'il faut qu'on règle avant 2026. Donc vous voulez qu'on laisse tomber ça et qu'on se mette à parler de succession? Vos propositions que vous avez pu déposer difficilement parce qu'il y a beaucoup de problèmes en votre sein, au sein de votre corporation. Vos propositions que vous avez déposées difficilement, vous ne voulez pas voir la situation de la presse changer dans notre pays? Et vous voulez que nous on laisse ça et qu'on se mette à parler de succession, de qui va succéder à Patrice Talon ou pas? Apparemment, les gens ne veulent pas leur propre bien là. Vous ne voulez pas votre propre bien en tant que journaliste. D'accord. Parlons très rapidement de cette crise qui oppose justement le Bénin et le Niger. On a vu Patrice Talon très remonté à des moments donnés contre les autorités nigériennes, les Poutis, mais le chef de l'État étant le représentant légal du pays, lui il avait suivi un peu les recommandations de la CEDEAO, la fermeture des frontières du côté bénin, cela avait suscité beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, une décision a été prise il y a quelques jours, très rapidement, ça a été encore rapporté. Qu'est-ce qui se passe finalement entre le Bénin et le Niger? Je vais vous surprendre, rien ne se passe entre le Bénin et le Niger. Non, de grave peut-être. Rien de grave. Ah bon.
rien de grave. Et dans la vie des nations, il y a des moments où vous allez en lune de miel, il y a des moments où vous vous disputez, même au sein d'un couple, c'est des choses qui arrivent. Rien de grave ne se passe entre le Bénin et le Niger, mais rien du tout. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, n'a aucun problème avec les autorités du Niger. Pourtant, il a interdit l'embarquement du pétrole du Niger via la plateforme de Salampodi ici. Et merci de me permettre d'expliquer ça à vos auditeurs. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que le Niger a du pétrole dans son sous-sol. Mais le Niger n'avait pas le moyen d'exploiter son pétrole. Le Niger a fait appel à une entreprise privée chinoise pour venir l'aider à exploiter son pétrole. Dans le contrat, l'entreprise chinoise extrait le pétrole brut du Niger et évacue le pétrole brut vers la Chine pour le raffinement. Il s'est posé au Niger la question de comment embarquer le pétrole brut. Le pétrole brut ne pouvant pas être embarqué par avion, les autorités du Niger ont envisagé plusieurs possibilités. Est-ce qu'il fallait passer par le Nigeria? Est-ce qu'il fallait passer par le Bénin? Ou est-ce qu'il fallait passer par le Togo? En tout cas, un pays qui a un port où les navires peuvent venir charger le pétrole brut. En faisant le point, la société chinoise a identifié le Bénin comme étant l'option la plus avantageuse. Donc, que nos auditeurs comprennent très bien que ce n'est pas par charité que le Niger a décidé de faire passer son pétrole par le Bénin. Ce n'est pas de la charité. Ça s'est imposé à lui. C'est parce que c'était l'option la plus avantageuse pour eux. Et il s'est fait que, lorsque le pipeline, c'est les tuyaux qui traînent le pétrole, et qui quittent le Niger et qui traversent tout notre pays, lorsque ça a été fini et qu'il fallait inaugurer le pipeline à Semempodi, le président Talon dit que c'est l'entreprise privée chinoise qui l'informe que des Nigériens vont venir pour l'inauguration. Ce qui n'est déjà pas normal. Ce n'est pas les Chinois, l'entreprise privée chinoise, ce n'est pas l'État chinois, ce n'est pas l'entreprise privée chinoise qui va m'informer que mon partenaire vient chez moi. Il dit que ce n'était déjà pas normal. Mais ils se sont dit, bon, si jamais on interdisait, ça pourrait poser problème. Ils ont dit, d'accord. On l'espère. Et les Nigériens sont venus, ils ont inauguré leur pipeline, ils sont retournés chez eux. Et là, le président dit, mais le gouvernement est là, et l'entreprise chinoise revient encore dire, le premier chargement est prêt, nous allons faire venir, nos navires vont mouiller dans les eaux béninoises pour faire le premier embarquement. Là, le chef de l'État dit, non, arrêtez. S'il vous plaît, que chacun aille reprendre la vidéo dans laquelle le chef de l'État parlait. Le chef de l'État a dit, je ne veux pas avoir des échanges informels avec le Niger. Est-ce que le Niger n'agit pas de cette façon parce que le Bénin a gardé fermer sa frontière pendant longtemps sur les instructions de la CEDEAO, même si entre-temps il y a eu d'assouplissement, des choses qui ont permis, des nouvelles mesures qui ont permis au Bénin d'ouvrir sa frontière. Votre question me pose un problème. Laquelle? Ça veut dire que le Niger ne sait pas ce qu'il veut. D'accord? Vous avez fait un coup d'État. La CEDEAO a pris des mesures. La CEDEAO a dit de fermer les frontières. Le Bénin s'est exécuté. Le Nigeria fait... Tous les pays n'ont pas... Attendez. Oui. Le Bénin s'est exécuté. Le Nigeria s'est exécuté. Oui. Le Togo n'a pas de frontière avec le Niger pour s'exécuter. Mais le Burkina n'a pas permis. Oui. Mais quand est-ce que, à partir du moment où je me suis exécuté, la CEDEAO a dit, c'est bon, vous pouvez lever maintenant. Le Nigeria a levé, le Bénin a levé. Et là, vous avez un intérêt commercial en jeu, et vous vous fâchez pour ça, et vous avez des comportements de gamins. Non, non, je ne pense pas. C'est vous qui interprétez mal. Ils ne sont pas gamins. Non, mais c'est vous qui interprétez mal leur attitude. Ils ont voulu faire des échanges informels. Le chef de l'État dit non. Nous n'avons pas d'échanges informels. Vous devez soutenir le coup d'État qui est survenu, peut-être. Vous savez qui je suis?
Je suis juriste Tout à fait. et j'ai fait le droit international. Les coups d'État, il n'y a rien de plus idiot que ça. Je vous jure. Et il ne faut jamais supporter un coup d'État. S'il vous plaît, Wilfried, en tant que Béninois, vous devez vous fâcher lorsqu'il y a un coup d'État. Pourquoi? Parce que notre pays a connu un coup d'État. Pendant 27 ans, nous avons vécu sous un régime militaro-massiste. C'est ça qui a plongé notre pays. Vous savez, quand les militaires sont au pouvoir, ils font rien de bon. Et vous verrez, ça c'est moi qui parle en tant que juriste. Oui, au Tchad, récemment, le leader du putsch, il s'est fait réélire. Il s'est fait réélire, mais il n'est plus militaire. Il n'est plus militaire. Faites attention à ces choses-là. Mais lorsqu'on a le treillis et qu'on dirige un État, c'est mauvais. Le Bénin a vécu ça. Pas pendant 27 ans, pendant 17 ans. Régime militaro-marxiste, machin et tout. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on en a tiré? Rien de bon. Notre pays s'est effondré. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ces pays-là. Donc toute personne, s'il vous plaît, toute personne censée ne devrait jamais soutenir un coup d'État. Je suis désolé de le dire, je suis peut-être trop dur en le disant, mais toute personne censée ne devait jamais soutenir un coup d'État. Parce qu'un coup d'État n'apporte jamais rien de bon. Allez écrire ça. Donc, le Bénin en tant que pays normal ne pouvait pas soutenir un coup d'État. Alors, si vous me dites que le Togo a soutenu ça, c'est moi je ne sais pas. Mais moi je suis béninois, je suis fier de l'être et je pense que le Bénin n'aurait pas dû soutenir. Alors, à la fin, le chef de l'État dit, je ne veux pas avoir des échanges informels avec le Niger. Alors, les Chinois ont rendu compte aux Nigériens et la douane nigérienne a envoyé une correspondance à la douane béninoise pour autoriser les douaniers nigériens à venir au Bénin pour, ensemble avec les douaniers béninois, aller surveiller le chargement, le premier chargement du pétrole. C'est une correspondance que les Nigériens ont envoyée au Bénin. Et les douaniers nigériens ont précisé dans leur correspondance qu'ils veulent une autorisation provisoire. Ces choses-là, la lettre existe. On peut la mettre à la disposition de tout le monde. Le président Talon, qui estime qu'il n'a aucun problème avec le Niger, dit mais les gens te demandent une autorisation provisoire pour charger leur pétrole. C'est pas ton pétrole. Qu'à cela ne tienne, à partir du moment où ils ont utilisé la forme, nous les autorisons alors provisoirement à charger. C'est pourquoi ils ont suspendu. Oui, c'est pour ça qu'on a dit qu'on les autorise provisoirement à faire le premier chargement. Vous savez, on peut tout reprocher au régime du président Talon, mais c'est un régime qui a de la suite dans les idées. Ça veut dire que ce n'est pas un régime qui fait les choses ouya-ouya, non. Il y a de la suite. Vous en avez connu oui, le régime qui a précédé le régime de Talon, Yaïmoni faisait les choses ouya-ouya. Maintenant, ici, il y a une logique derrière les choses. Il y a une logique derrière les choses. Les autres n'avaient pas de logique. Et on suit, non. Yaïmoni faisait ouya-ouya. Mais vous qui faites bien les choses. Je vous aime, les femmes, je vous aime. Je vous aime. Vous voyez comment vous imposez la souffrance au peuple. Ah, comment? Le peuple qui croupit sous la cherté des prix des produits, oui, de première nécessité. D'accord. Le gouvernement n'apporte aucune solution à cela. Le maïs qui coûte cher, le riz qui coûte cher, le riz, etc. D'accord. Donc c'est le gouvernement qui produit le maïs. Non, mais même si le gouvernement produit c'est le gouvernement qui produit le riz. C'est le gouvernement qui met à nous la politique nationale du pays. Oui. Alors quand ça ne va pas dans un pays, on se réfère à qui? On se réfère au chef de famille. D'accord. Et donc lorsque les membres de la famille, lorsque malheureusement, parmi vos enfants, oui, il y a des voyous qui dilapident les ressources de la famille, et que le chef de famille se trouve en difficulté parce que parmi ses enfants, il y a des voyous. Ah, le chef d'État est en difficulté maintenant? Il n'a aucune difficulté. Mais on vous a montré le point. Le maïs dont vous parlez. Bon, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a une crise sociale aujourd'hui au Bénin, la cherté des prix? Vous ressentez ça aussi, bien ça ne vous dit rien? Alors, les prix, nous sommes dans un régime libéral. Et nous sommes sous un régime de l'offre et de la demande. Quand la demande augmente, l'offre diminue. Quand l'offre augmente, les prix baissent. Il s'est fait que, pour le maïs, cette année, puisque vous parlez de la politique du gouvernement, oui,
le Bénin a produit Vous êtes... tonnes de maïs. Ça, c'est juste des chiffres qu'on avance. Si, maintenant vous ont passé cette maintenant vous voulez qu'on avance quoi? Ces 2 tonnes, en fait, le problème que nous avons, oui, c'est que si nous ne nous entendons pas sur le minimum, ça veut dire que nous n'allons même pas vivre ensemble. Hein. Vous savez, il y a des gens oui, pour qui c'est le travail et à qui on paye le salaire de compter ces choses-là. C'est un travail. Et ceux qui ont fait ce travail, c'est un peu comme vous êtes journaliste. Quand vous venez parler, moi je vais vous dire non, est-ce que votre diplôme est original et tout? Non. Il y a des gens dont le travail est de compter le maïs qui a été produit dans notre pays. Ils ont dit, ceux-là ont dit, moi je leur fais confiance. Maintenant si vous ne leur faites pas confiance, là nous arrêtons le débat. Non, ce n'est pas qu'on... Là nous arrêtons le débat parce qu'après, il y a un paradoxe. Après les gens font preuve de mauvaise foi. Les institutions que eux-mêmes ils ont pratiquées par le passé, aujourd'hui ils disent non, que ce n'est pas fiable. Moi j'ai un problème avec ça. On a produit 2 millions de tonnes de maïs au Bénin dans la saison 2023-2024. Or, le Bénin a besoin pour sa propre consommation d'1 million de tonnes de maïs. Ça aussi on va me dire qui a dit ça. Il y a des gens dont le travail est... On ne doit pas connaître de crise. Dont le travail est de dire ça. Mais qu'est-ce que... Le reste est passé où? S'il vous plaît, le reste, et je fais foi à ce que le chef de l'État a dit, le reste est passé pour l'essentiel au Niger. Et dans les pays du Sahel. Pourquoi? Parce que dans les pays du Sahel, il y a des terroristes qui ont occupé des espaces, ils n'arrivent plus à produire des céréales. Or, il faut qu'ils vivent, ils sont obligés de prendre dans notre production. Et donc, une bonne partie de notre production céréalière est allée vers les pays du Sahel. Et le Niger est un gros consommateur de nos céréales. C'est ce qui a fait simplement que le maïs a coûté un peu plus cher. Parce que les Nigériens et les membres des pays du Sahel veulent acheter le maïs plus cher. Puisqu'ils en ont besoin, oui. Vous vendez le maïs à 200 francs et ils viennent, ils vous disent non, moi je peux vous acheter ça à 300 francs parce qu'ils en ont besoin. Le paysan aime ça. On ne peut pas refuser ça aux paysans. Puisque vous vous rappelez, quand on refuse ces choses, vous dites non, que c'est trop dur, que c'est ceci ou cela. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui a rendu nos céréales très chères. Aujourd'hui, oui. je vous promets que d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez voir que les chiffres, les prix vont revenir à la baisse. Parce qu'aujourd'hui, on traque les céréales qui sortent du pays. Et on dit, ça ne sortira plus. Et vous allez nous dire combien coûte le maïs d'ici le mois d'août. Alors nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs pour participer à cette émission 67 28 67 28 ou le 94 43 65 66 pour intervenir dans cette émission qui reçoit Dr Jacques Kodjo, qui est un juriste, il est expert en communication. Mais docteur, avant le mois d'août, ça veut dire que le peuple va continuer de souffrir, bien tel qu'il souffre en ce moment-là. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement que vous pouvez suggérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ou des surprises agréables que le gouvernement a annoncé au peuple? Oui, ça c'est les choses que Yahi Boni faisait. Ça. nous, on a décidé de responsabiliser chaque Béninois. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de l'assistanat. On n'est pas là à distribuer chacun travaille. Le gouvernement subventionne déjà les produits pour protéger notre production. C'est déjà un grand pas. Et donc après, le gouvernement ne va pas venir prendre du maïs, je vous distribue du maïs. Ça, ce n'est pas des choses qu'on peut faire. On me fait qu'il y a un premier intervenant en ligne. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour monsieur. Comment on vous appelle? C'est ou Razak. Ah d'accord, allez-y.
D'accord, merci de nous avoir appelés depuis Andorre, Monsieur Célou Razak. D'autres appelants sont donc attendus dans cette production 94 43 65 66 67 28 67 28 pour intervenir dans cette émission. Deuxième intervenant, bonjour. Ah, dans Sousourou. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Il vous répond.